Ce qui m'inquiète dans cet accord et dans toute l'attitude de Trump vis-à-vis de l'Ukraine, c'est que cet accord, c'est avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine de qui? Si demain, il y a un effondrement du régime de Kiev sous pression russe et qu'il y a un gouvernement pro-russe qui vient au pouvoir, Trump s'intéressera juste de savoir si son accord sur les minerais sera respecté. Nous comprenons que Washington souhaite obtenir un succès rapidement. Dans le même temps, nous comprenons que les causes profondes de la crise ukrainienne sont trop complexes pour être résolues du jour au lendemain. Au prix que les Américains maintenant sont certains d'être remboursés quoi qu'il arrive à l'Ukraine. Quoi qu'il arrive à l'Ukraine, les États-Unis sont certains d'être remboursés avec ce contrat, puisque le contrat il est maintenant signé. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo que vous m'avez demandé, le commentaire de la signature des minerais ukrainiens avec les États-Unis. Et l'actualité s'accélère un peu puisque, annonce de Bloomberg, les États-Unis et l'Ukraine ont conclu, cette fois ce serait fait, l'accord sur l'accès aux ressources naturelles de l'Ukraine. C'est évidemment le fameux accord sur les minerais que Kiev a cherché à consolider dans le soutien du président Trump. On n'a pas les détails pour l'instant de l'accord, mais évidemment, il doit avoir théoriquement des contreparties dans un sens et dans l'autre, Sergei Girnov. Si c'est le cas, c'est un moment effectivement très important. Le président Trump l'avait demandé, c'est une des premières demandes qu'il avait formulées. Et je crois que c'est une réussite de la diplomatie ukrainienne, parce que je suis persuadé qu'ils ont choisi aujourd'hui, spécialement le 30 avril, pour aller signer cet accord, parce que ça donne au président Trump la possibilité de dire voilà, mes 100 jours au pouvoir, j'ai obtenu l'accord que je voulais avec l'Ukraine, et donc j'espère que ça va être un plus dans cette balance. Lui, il n'a jamais été pertinent en quoi que ce soit. Parce que je ne sais pas quel jour on a trouvé que ce monsieur était pertinent. Je voudrais juste vous rappeler ce que vous avez vu dans la vidéo d'hier. C'est qu'il disait, je registre le sommier. Attendez. Dans la configuration actuelle et que les États-Unis cessent d'alimenter l'Ukraine, cessent d'envoyer des armes, cessent leurs renseignements, actuellement c'est pas le cas. Les États-Unis continuent à renseigner l'Ukraine et c'est fondamental. Si les États-Unis cessent de le faire, la capitulation de l'Ukraine pourrait intervenir de façon beaucoup plus rapide. Je cite Alexei Arestovitch, qui est l'ancien conseiller, l'un des premiers conseillers de Volodymyr Zelensky, qui disait « Le problème, c'est que si on n'accepte pas l'accord aujourd'hui, on risque de perdre 4 régions. Dans 6 mois, on risque d'en perdre 8. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que dans 6 mois, peut-être l'Ukraine sera-t-elle sommée de signer un accord beaucoup plus désavantageux que celui d'aujourd'hui. » Merci, comme tout. Voilà. Quand on est en train de parler de cet accord sur les minerais, il faut garder en tête dans quelle situation est l'Ukraine d'aujourd'hui. Dans la vidéo d'hier, je vous ai montré maintenant les conditions dans lesquelles l'Ukraine est en train d'enrouler ses derniers soldats. Ce sont des soldats qui n'ont pas du tout, mais pas du tout envie de se retrouver sur le front. Ici, là, ce que vous voyez, c'est un recruteur ukrainien qui était venu pour recruter des gens et regardez comment ça va mal se passer. Il est là, il pointe son arme sur le père et le fils vient le prendre par derrière. Et voilà, tout le monde va se retrouver autour de lui, il va tirer et tout le monde va venir le défoncer. Regardez, vous avez vu? On le voit, c'est un peu flouté, mais c'est ce qui se passe. Ils en sont là. Donc ça veut dire qu'au front, il y a des gens qui en peuvent plus de cette guerre. À la maison, il y a des gens qui en peuvent plus de cette guerre. Il faut avoir ça en tête pour comprendre pourquoi, malgré tous les fanfaronnades qu'on fait sur les plateaux, on est en train d'avancer vers une défaite de l'Ukraine. Et pourquoi Poutine est confiant? Parce qu'ils avaient soi-disant dit qu'ils n'avaient pas perdu Kursk. Mais dans une de mes vidéos, je vous ai montré qu'ils ont perdu Kursk. Et maintenant, je peux vous la remettre pour que vous attendiez les applaudissements des Russes quand ils ont libéré la région.
Donc ils n'ont plus de levier d'échange avec la Russie. Et les Américains, malgré ce qu'ils ont beau en dire, les Américains en étaient arrivés à un point où ils ne fournissaient plus d'armes à l'Ukraine, à moins de les acheter. Fournir pour payer plus tard, ils ne le faisaient plus parce qu'ils refusaient de signer. Et donc les Américains, enfin les Ukrainiens, ils étaient même en train de demander si les États-Unis pouvaient leur vendre des choses, parce que les États-Unis n'avaient pas refusé de fournir, ils avaient refusé de vendre des patriotes aux Ukrainiens. Et donc quand on signe cet accord, soit disons oui, c'est la victoire de la diplomatie ukrainienne et je ne sais pas quoi, non. Là, ils ont compris pourquoi, parce que concrètement, du côté de la Russie, on leur a dit qu'on peut faire du business sur les minerais, et du côté du Congo, ils sont en train de faire signer aussi un business sur les minerais. Et donc, l'Ukraine ne devenait plus indispensable. Les Ukrainiens et les Européens, quand ils ont compris qu'ils allaient se retrouver seuls face à la Russie, vous avez vu la réaction de la Pologne, vous avez vu la réaction de Klitschko. Il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était cuit. Et donc, ils ont décidé, l'Ukraine eux-mêmes, de venir signer, de revenir signer cet accord. Alors, dans cet accord, ils sont en train de se vanter qu'ils ont profondément réussi à changer la manière dont c'était écrit dans le premier accord qui était envisagé ou dans le deuxième accord qui était envisagé, puisqu'ici, eux-mêmes envisageaient ça comme une capitulation de l'Ukraine, que si jamais Zelensky signait ça, il avait non seulement perdu la guerre, mais il avait aussi perdu la paix. Sauf que quand vous lisez bien cet accord, il est dit, les États-Unis, ils ne veulent plus avoir leur mot à dire sur ce qui va être fait dans les minerais, mais c'est eux qui vont mettre l'argent, et sur tout ce qui va être extrait, ils auront 50%. Mais pendant que les États-Unis font ça, c'est parce qu'ils savent déjà qu'ils ont sécurisé des deals avec des riches, et ils ont sécurisé des deals dans l'est du Congo. Donc ils n'ont plus besoin d'être voraces sur l'Ukraine. Mais en contrepartie de cette soi-disant, on a profondément changé les machins, les choses et tout ça, la réalité, elle est là. Les États-Unis ne donnent plus de garantie de sécurité à l'Ukraine. Et même, peu importe ce qu'ils leur donnent, ça a déjà eu des conséquences, comme on l'avait déjà prédit ici encore sur cette chaîne, que nous allons voir plus tard. Finissons déjà d'écouter qu'est-ce que ces rigolos ont à dire par rapport à ça. Que l'Ukraine a face à président Trump qui, pour le moment, jouait dans le camp des Russes. Et autre performance ukrainienne, après l'engueulade que s'est prise Zelensky à la Maison-Blanche, ils n'ont pas du tout perdu le Nord, ils ont réécrit l'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, plutôt dans le sens des Ukrainiens. Les Américains ont beaucoup moins de facilité automatique que dans la première version. Et donc c'est une double victoire. Est-ce que c'est le bon côté de Trump? Regardez ce qu'il disait préalablement aux Ukrainiens et aux Russes en disant « faisons de l'argent ». Là, c'est pas tout à fait la vision européenne des choses. Hein. On est le 22 avril. Espérons que la Russie et l'Ukraine concluront un accord cette semaine. Alors ça, il faut s'y repousser. Ils pourront alors faire de grosses affaires avec les États-Unis qui sont en plein essor et faire fortune. Et il poursuivait, je crois que c'était en majuscule, sur le thème de l'or. Dieu sait si ça compte pour lui. La règle d'or de la négociation et du succès, c'est celui qui a l'or qui fait les règles. Merci, point d'exclamation. L'or des minerais, c'est ce président américain qui est très... Non, c'est pas l'or qui fait les règles. La règle d'or, c'est cash is king. Celui qui paye, celui le boss. Mais le problème, c'est que les Russes n'ont pas besoin de l'argent des Américains. Et surtout, les Russes ne font pas confiance aux Américains. L'Amérique est king par rapport à l'Ukraine qui ne dispose plus d'argent, de plus d'économie. Mais c'est pas le cas des Russes. Décrit en Europe de l'Ouest, mais qui dit aux Ukrainiens, allez, topons là, on va s'arranger sur vos minerais. Vous savez, ce qui m'inquiète dans cet accord et dans toute l'attitude de Trump vis-à-vis de l'Ukraine, c'est que cet accord, c'est avec l'Ukraine. Mais l'Ukraine de qui? Si demain, il y a un effondrement du régime de Kiev sous pression russe,
et qu'il y a un gouvernement pro-russe qui vient au pouvoir, Trump s'intéressera juste de savoir si son accord Freeman sera respecté. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Vous allez dire que je suis pessimiste, et c'est vrai que Il y en a au moins un qui voit de loin ce vers quoi va l'Ukraine. Parce que là, l'Ukraine s'est assurée que peut-être que les Américains viendront bosser en Ukraine, et encore, ils ne viendront que après la paix, mais ils viendront pour prendre ce qu'ils ont à prendre. Parce que la manière dont, soi-disant, ils se glorifient d'avoir réécrit ce contrat, eh ben, ça leur donne aucun avantage militaire sur quoi que ce soit sur l'avenir. Et vous allez voir ça tout de suite là dès que on va finir les interventions de ceux qui sont sur le plateau, vous allez voir que les Russes ont refroidi. Mais Peskov, il a pris la parole, il a dit quelque chose que si vous lisez entre les lignes, ça sent mauvais pour l'Ukraine. Je suis très pessimiste sur tout ce qui concerne Donald Trump, y compris ce qui devrait être une victoire ukrainienne aujourd'hui avec l'accord sur les minerais, mais c'est un accord avec l'Ukraine. La souveraineté de l'Ukraine peut prendre plein de formes. Le Bélarus est soi-disant souverain, mais il ne l'est pas du tout. Donc, les Américains sont contents. Il n'y a aucune garantie. Et les Ukrainiens, puisqu'ils ont signé. Il faut d'abord savoir le détail quand même. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans. Non, mais s'ils ont signé, c'est qu'ils sont. On ne signe pas si on n'est pas d'accord. On peut signer avec le bras tordu, hein, vous savez. Moi, j'attends de savoir ce qu'il y a dedans pour savoir si c'est un bon deal pour les Ukrainiens. Il y a eu déjà quand même pas mal d'infos qui a filtré. Après, je ne sais pas, en effet, ce qui est vraiment signé. Bon, bon, écoutons juste pour la forme, parce qu'elle, je ne sais pas quel jour elle a dit quelque chose de sensé, elle. Mais on sait déjà que les Ukrainiens ont gagné sur l'annulation de cette dette que nous avons entendu encore en début d'émission où Trump parlait de 350 milliards que les Ukrainiens doivent rembourser. Non, finalement, non, il y a zéro à rembourser. Et surtout, futur armement, c'était dans l'accord que j'ai lu, en fait, dans le projet de l'accord, c'était marqué que Donc elle a lu le projet d'accord. Les gens qui sont au courant eux-mêmes disent que dans l'accord qui est signé, il n'y a aucune garantie de sécurité. Et même si les États-Unis fournissent des armes à l'Ukraine, c'est déjà le cas. Est-ce que ça aide l'Ukraine à arrêter ce qu'ils sont en train de subir sur les champs de bataille? Non. Donc où est-ce qu'elle a vu l'Ukraine gagner? L'armement que les États-Unis allaient continuer à fournir en Ukraine, ce sera à crédit et qui sera remboursé sur les bénéfices de cette fondation qui va extraire les métaux rares. Déclaration de Bessent, le responsable d'économie. Grâce aux efforts inlassables du président des États-Unis, Trump, pour garantir une paix durable, je suis heureux d'annoncer la signature aujourd'hui de l'accord historique de partenariat économique entre les États-Unis et l'Ukraine, établissant le fonds d'investissement pour la reconstruction des États-Unis et de l'Ukraine. Afin d'accélérer la reprise économique de l'Ukraine. La sécurité économique est une sécurité nationale. On voit que le lien là s'est fait entre Washington et Kiev. Oui, ils ont vraiment cherché et à mon avis c'est une belle réussite parce qu'effectivement... Maintenant, je suis fatigué, ils tournent en rond. Comme a dit le général, nous ne savons pas le contenu et pour l'instant le contenu ne semble pas indiquer de garantie de sécurité. Donc les États-Unis voulaient un certain nombre de choses que les Ukrainiens ont lutté, soi-disant pour cacher l'humiliation qu'ils allaient subir des États-Unis. Donc ils ne voulaient pas être humiliés. Mais à quel prix? Au prix que les Américains maintenant sont certains d'être remboursés quoi qu'il arrive à l'Ukraine. Quoi qu'il arrive à l'Ukraine, les États-Unis sont certains d'être remboursés avec ce contrat, puisque le contrat il est maintenant signé. Mais ce qui est bien, c'est que Peskov a pris la parole et regardez ce qu'il a dit. Et c'est là que vous comprenez que les choses vont peut-être barder pour l'Ukraine. Nous comprenons que Washington souhaite obtenir un succès rapidement. Dans le même temps, nous comprenons que les causes profondes de la crise ukrainienne sont trop complexes pour être résolues du jour au lendemain. Il y a de nombreuses nuances à prendre en compte. Voilà ce que Peskov a dit. Il a pris la parole pour dire que le cessez-le-feu ou la paix avec l'Ukraine
n'est pas près d'être signé, puisque les causes profondes, comme l'avait dit Piotr Tolstoï, les causes profondes ne sont pas traitées dans toutes ces négociations. Et l'une des causes profondes, c'est Zelensky, c'est les banderas, c'est la démilitarisation. Et donc, concomitamment à la joie, je ne sais pas si cette allocution de Peskov est antérieure à la signature du contrat ukrainien, mais ce qui est sûr, c'est que vous comprenez ici, c'est que même si l'Ukraine vient de signer son accord avec les États-Unis, ça n'engage nullement les Russes à signer un cessez-le-feu ou un accord de paix avec l'Ukraine. De toute manière, c'est confirmé par le fait que Vladimir Poutine, quand il a dit qu'il y aura un cessez-le-feu des Russes le 8 et le 10, il n'a conditionné ça à aucune signature de qui que ce soit de l'Ukraine. C'est sur le terrain, nous, on va décréter un cessez-le-feu. S'ils font comme nous, tant mieux. S'ils ne font pas comme nous, on sera prêt à riposter. Vous avez déjà l'autre là, qui est venu pleurer sur France 24. L'annonce est faite par communiqué. La Russie décrète un cessez-le-feu temporaire, un arrêt des combats pour marquer les 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. À partir de minuit entre le 7 et le 8 mai et jusqu'à minuit entre le 10 et le 11 mai, la partie russe annonce un cessez-le-feu. Une décision unilatérale qui ne vient pas sans menace. En cas de violation du cessez-le-feu par la partie ukrainienne, les forces armées russes fourniront une réponse proportionnée et efficace. Cette trêve à toute de la précédente édictée à Pâques par Vladimir Poutine. Mais le contexte est cette fois différent. Donald Trump exprime désormais publiquement des doutes sur les intentions du président russe. Et cette dernière annonce ne le rassure manifestement pas. Donald Trump est de plus en plus frustré par les dirigeants des deux pays. Il souhaite un cessez-le-feu permanent. Vladimir Poutine a proposé ce matin un cessez-le-feu temporaire. Le président américain a clairement indiqué qu'il souhaitait un cessez-le-feu permanent pour mettre fin aux tueries, à l'effusion de sang. L'Ukraine, de son côté, appelle la Russie à un cessez-le-feu immédiat et global pour au moins 30 jours. Une fois de plus, on assiste à une nouvelle tentative de manipulation. Le feu ne devrait pas être arrêté pour quelques jours seulement. L'arrêt immédiat, complet et inconditionnel des tirs, au moins pendant 30 jours pour garantir la fiabilité, est ce qui peut constituer la base d'une véritable diplomatie. En cette semaine qualifiée de cruciale par le secrétaire d'État américain, la question de la reconnaissance d'une souveraineté russe sur la Crimée est toujours au même point de blocage, inenvisageable pour Volodymyr Zelensky. Dans ce dossier, le président ukrainien peut compter sur le soutien des Européens qui tentent toujours, tant bien que mal, de peser dans les négociations. Comme je vous le disais, la Russie n'a conditionné son cessez-le-feu à aucune faveur de l'Ukraine. S'ils veulent, ils font comme nous. S'ils attaquent, on ripostera. Et vous avez combiné à ça Peskov qui vous dit qu'ils comprennent les préoccupations des Américains à vite vouloir signer la paix en Ukraine, mais les causes profondes de ces conflits n'ont pas encore été réglées. Et donc vous voyez ici comment les Russes, et surtout maintenant que eux ils veulent montrer ça soi-disant comme si les Ukrainiens vont être en position d'être soutenus par les Américains, c'est qu'Emmanuel Todd avait déjà dit ici, ces gens-là on ne peut pas compter sur eux, les Russes ne leur font pas confiance, et donc les Russes continuent dans leur agenda comme je l'avais toujours dit. Ils ne vont se faire imposer la loi par personne. Enfin, malgré la signature sur les accords, et l'Ukraine avait intérêt à signer cet accord, parce que comme l'a dit Régis Le Sommier, s'il ne le signait pas, dans 6 mois, on ne sait pas qu'est-ce que serait devenu l'Ukraine. Mais, comme je vous l'ai montré aussi hier, ou dans la vidéo d'hier, l'Ukraine est en débandade au niveau du recrutement de l'armée. Il n'y a plus assez de soldats et elle est en train de perdre partout. Bien évidemment, depuis qu'ils ont fermé ou depuis qu'ils avaient évacué la majorité de leurs soldats de Kursk pour les ramener à Pokrovsk, ils ont ralenti l'avancée russe à Pokrovsk, mais en même temps, les Russes en fermant Pokrovsk
vont pouvoir remettre des unités dans le Donbass. Et donc nous allons voir qu'est-ce que va devenir le Donbass dans quelques temps. Mais à la lumière de ces événements et surtout à la lumière des déclarations de Peskov, on peut envisager que les Russes ne vont pas s'arrêter là et voudront obtenir sur le terrain ce que l'Ukraine refuse de leur donner et que les États-Unis aussi n'arrivent pas à imposer à l'Ukraine. Puisque vous avez attendu. Pour Trump, la dernière fois, il disait que la Crimée, ça ne le concerne plus. Pour lui, il considère que c'est russe. Mais vous avez Zelensky qui considère que la Crimée est encore russe. Nous avons vu la dernière fois que même les gens de Crimée eux-mêmes ne se considèrent plus comme russes. Et donc moi, ça me demandait, est-ce que ces gens-là, qui tout le temps défendent l'autonomie des peuples à disposer d'eux-mêmes, se rendent compte, ou même sont partis en Crimée, constater si les gens de Crimée voulaient faire partie encore de l'Ukraine ou pas. Crimea, Russian or Ukrainian? Russian, Crimea конечно. is Russian. Да. Of course Russian. 73-year-old Praksovia tells me. Zelensky will not get Crimea back because we have our commander-in-chief, Putin. Глава командующий Путин. Every one of them told us that they are Russian and that if President Zelensky thinks Ukrainian forces can come here, they will fight them. President Zelensky has said that the Ukraine war started here and it will end here, but no one was able to tell us how it will end and how much more blood will be spilled. Beaucoup m'avaient réclamé de faire la vidéo sur la signature du contrat de la Russie, enfin de l'Ukraine avec les États-Unis. Pour moi, il est très clair que la signature du contrat minier entre l'Ukraine et les États-Unis était une nécessité pour l'Ukraine. Parce que je vous ai déjà montré dans ma vidéo de jeudi soir que Zelensky, même au sein des gens qui sont en Ukraine ou de ses soutiens, voulait qu'il fasse des efforts. Et notamment ces efforts, c'était d'accepter des choses que les Russes demandent et aussi de contenter les Américains. Pour l'instant, il a fait un premier pas, il a contenté les Américains. Mais il ne veut toujours pas faire aucune concession aux Russes. Et c'est que l'on sait, que moi je vous avais dit ici, qui a été matérialisé par le discours ou par l'intervention de Manuel Todd, puisque lui il s'intéresse beaucoup à la Russie et en connaît sans doute plus que moi. Moi c'est mes déductions par rapport à mes vidéos qui m'ont ramené là, mais pour Emmanuel Todd c'est son travail. Il a déduit que les Russes iront chercher sur le terrain les conditions pour arrêter cette guerre. Et l'une de ces conditions, ou la condition principale, c'est que quand ils vont décréter que c'est la paix, ils veulent s'assurer que l'Ukraine n'osera plus faire ce qu'ils ont fait là. Il n'osera plus réattaquer ou même envisager à nouveau un conflit avec la Russie. Et comme je vous l'ai montré hier, comme l'a dit Jacques-Beau, dans cette histoire, ceux qui ont fait le plus souvent des concessions, ce ne sont pas les Ukrainiens, ce sont les Russes, avec Minsk et avec avril 2022. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.